Bonjour chers élèves. Toujours on est sur le 4e chapitre. Cette fois-ci, on va parler de l'énergie libérée par une réaction nucléaire. On va voir comment calculer les énergies cinétiques ainsi que les vitesses du noyau fils et de la particule émise. En réalité, on a dit qu'il y a deux types de réactions nucléaires. Il y a la réaction naturelle où le noyau XAZ se transforme pour donner un noyau fils A', Z', plus une particule AB. Ici, on a le réactif et ici, on a les produits. Ça, c'est une réaction naturelle. Pour les réactions artificielles, on a dit qu'on aura XAZ plus une particule AB se désintègre pour donner Y, A', Z', plus une particule P', A', B'. Réactif. Produit. En tout et pour tout, comment calculer l'énergie libérée par une réaction, que ce soit naturelle ou artificielle? Énergie libérée. Déjà, il faut savoir que l'énergie libérée, normalement, doit porter un signe moins parce que l'énergie a été libérée. Mais par convention, on a déjà demandé de calculer une énergie libérée. On est au courant de sa négativité. Alors, on va se borner à déterminer sa valeur. Donc, on posera que l'énergie libérée par une réaction égale au défaut de masse C carré. C'est presque la même formule qu'on doit utiliser pour l'énergie de liaison, mais seulement la différence réside dans la formule du défaut de masse. Si, par rapport à l'énergie de liaison, le défaut de masse était calculé sur la base de la masse du proton et du neutron, ici c'est calculé sur la base du noyau. Ici, le défaut de masse delta M, égale à la somme des masses des réactifs moins la somme des masses des produits. Ça, c'est juste par rapport au fait que lorsqu'on applique réellement la formule, parce que toute variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale, normalement, on doit avoir masse des produits moins masse des réactifs, ce qui va générer un signe moins, montrant la négativité de l'énergie. Autrement dit, ça veut dire que l'énergie a été libérée. Mais on a déjà demandé de calculer l'énergie libérée. Donc, par rapport à ça, on veut avoir un défaut de masse positif. Alors, on pose somme des masses des réactifs égale à somme des masses des produits. Je vais me borner à déterminer le défaut de masse par rapport à une réaction naturelle. Alors là, on posera défaut de masse égale masse des réactifs, c'est-à-dire la masse du noyau X, moins la masse du noyau Y plus la masse de la particule. C'est comme ça qu'on calculera le défaut de masse. Et on va essayer d'avoir le défaut de masse en unité de masse atomique. Donc, la différence entre le défaut de masse d'une réaction et le défaut de masse lors de l'énergie de liaison, c'est que dans l'énergie de liaison, le défaut de masse égale à Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Ça, c'est pour l'énergie de liaison. Alors que ça, c'est le défaut de masse de l'énergie libérée. Donc, vous voyez, il y a une petite différence entre les formules. Donc, dans l'exercice, si on vous donne la masse du noyau, on vous donne la masse du proton, la masse du neutron, c'est qu'on fait allusion à l'énergie de liaison. Mais dès qu'on donne la masse des noyaux, noyau père, noyau fils, et la masse de la particule, on fait allusion à l'énergie libérée par la réaction. Donc, il y a une différence entre les défauts de masse. Mais cela ne change pas le fait que l'énergie de liaison et l'énergie libérée obéiront à la même formule énergie-masse d'Albert Einstein.
Donc, par rapport au fait que vous avez déjà fini de calculer le défaut de masse, vous serez amené à calculer l'énergie libérée par la réaction, qui sera égale à défaut de masse multiplié par C carré. Mais vous ne serez pas, dans certaines conditions, en généralité, vous ne serez pas amené à appliquer la formule. Pour cela, je vais vous donner un exemple typique, un exemple pratique. Quand vous calculez le défaut de masse et que vous trouvez par exemple que le défaut de masse est égal à 0,5 U, on veut calculer l'énergie liée à ce défaut de masse. On veut calculer l'énergie liée à ce défaut de masse. On pose la formule énergie libérée égale défaut de masse multiplié par C carré. C'est là-bas qu'on va faire intervenir une unité de masse atomique égale à 931,5 mégaélectronvolts sur C carré. En mettant ça dans la formule, on obtiendra énergie libérée égale, on met la valeur 0,5, on multiplie par U, mais U c'est ça. Donc 931,5 mégaélectronvolts sur C carré. Et on multiplie par le C carré de la formule. C carré se simplifie. Donc ça veut dire qu'en pratique, comment calculer l'énergie libérée par une réaction? Dès que vous avez le défaut de masse en unité de masse atomique, en U, il suffit de multiplier par 931,5 mégaélectronvolts. Vous faites abstraction des C carré. Donc j'aurai 0,5 multiplié par 931,5 mégaélectronvolts, et puis c'est fini. On va vous demander de calculer l'énergie là en joules. Il faut savoir que d'électronvolts en joules, on a dit. Comment calculer en joules? Il faut savoir que d'électronvolts en joules, on a dit qu'un électronvolt correspond à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ce qui fait que 1 mégaélectronvolt correspondra à 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Car 1 mégaélectronvolt égale à 10 puissance 6 électronvolts. Donc, en réalité, quand vous avez une grandeur en électronvolts, X électronvolts, vous voulez transformer en joules, vous allez poser que l'énergie égale à X multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. C'est comme ça qu'on calcule l'énergie libérée par une réaction. Maintenant, on continue toujours avec l'exemple là. Le noyau fils, le noyau père X, AZ, s'est transformé pour donner le noyau fils A', Z'. Par exemple, je spécifie le problème. Je prends une particule alpha. En réalité, dans la désintégration type alpha, si par exemple au bac on vous donne un exercice par rapport à ça, je prends un cas particulier, je dis le polonium 210,84 se transforme pour donner le plomb 206,82 plus une particule alpha. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est associé à l'émission d'un photon gamma dû au retour à l'état stable du noyau de plomb excité. Donc, quand vous allez calculer l'énergie libérée par cette réaction, l'énergie libérée là va se subdiviser normalement en deux parties. Une partie ira dans l'énergie du photon gamma, perdu sous forme de rayonnement, et une partie ira se distribuer en deux. Donc, la partie qui ira vers le noyau fils et la particule alpha va se diviser aussi en deux. Une partie ira vers la particule alpha et une autre partie ira
vers le noyau de plomb, qui est ici notre noyau fils. Ainsi, c'est comme ça que l'énergie totale est répartie. Alors, il y aura deux cas possibles. Le premier cas, on peut vous dire qu'on suppose que l'énergie du photon gamma est négligée. On négligera l'émission des photons gamma. Cela veut dire alors que l'énergie libérée totale s'est subdivisée en deux. Une partie de l'énergie est venue au niveau de la particule alpha et l'autre partie est venue au niveau du noyau fils de plomb. Alors, comment déterminer ces énergies cinétiques? On appliquera les lois de conservation des quantités de mouvement et de l'énergie totale. Autrement dit, on posera que la somme des quantités de mouvement après la réaction égale à la somme des quantités de mouvement avant la réaction. La somme des énergies cinétiques de la particule alpha plus l'énergie cinétique du noyau de plomb fils égale à l'énergie libérée. Mais il faut savoir que lors de la réaction, si le noyau père qui est là se désintègre pour donner un noyau fils plus une particule, la particule va avancer. On supposera que sa vitesse V alpha est orientée par là. Je prends ça comme étant le sens positif. Le noyau fils va reculer. Vitesse du noyau fils, je poserai que ça porte le signe moins, inférieur à 0. Mais au préalable, le noyau père était au repos. Ce qui fait que sa vitesse était nulle, son énergie cinétique nulle, sa quantité de mouvement nulle. Ce qui me ramène à poser que, étant donné que les deux vitesses-là sont de sens opposé, ça me ramène à poser que la masse de la particule alpha multipliée par la vitesse de la particule alpha moins la masse du noyau fils multipliée par la vitesse du noyau fils égale à 0. Cela revient à dire que la masse du noyau fils multipliée par la vitesse du noyau fils égale à la masse de la particule alpha multipliée par la vitesse de la particule alpha. Première équation. L'énergie cinétique EC de la particule alpha plus l'énergie cinétique EC du noyau de plomb doit donner l'énergie libérée. Équation 2. Sachant bien que l'énergie cinétique de la particule alpha égale à 1/2 de la masse de la particule alpha multipliée par la vitesse de la particule alpha élevée au carré, et que l'énergie cinétique du noyau de plomb égale à 1/2 de la masse du noyau de plomb multipliée par la vitesse du noyau de plomb élevé au carré, les manipulations vont aboutir à deux formules. Premièrement, l'énergie cinétique de la particule alpha égale à la masse du noyau de plomb divisé par la masse du noyau de plomb plus la masse de la particule alpha multipliée par l'énergie libérée. En pratique, pour la particule alpha, ça donnera 98% de l'énergie libérée. L'énergie cinétique du noyau de plomb, qui correspond au noyau de fils, sera égale à la masse de la particule alpha divisée par la masse du noyau fils, plus la masse de la particule alpha, multipliée par l'énergie libérée, soit environ les 2% de l'énergie libérée. Deuxième cas. Si on suppose que l'énergie cinétique du photon gamma est différente de 0, alors on vous donnera l'énergie cinétique sous forme de pourcentage. Il faudra alors chercher l'énergie libérée prime, qui est égale à l'énergie libérée totale, moins l'énergie cinétique du photon gamma. Et c'est enfin cette énergie libérée prime, qui s'est répartie entre les deux, que vous allez subdiviser encore en énergie cinétique de la particule alpha, énergie cinétique du noyau de plomb, selon les mêmes pourcentages. Donc, on retirera l'énergie allouée à la particule gamma. Le reste de l'énergie sera réparti selon les mêmes proportions entre la particule alpha et le noyau fils émis. Donc, en pratique, par rapport à l'énergie de liaison, par rapport à l'énergie libérée, c'est ce que vous devez savoir. Mais il y a une autre variante. On peut calculer l'énergie libérée
lors d'une réaction, connaissant les énergies de liaison par nucléon. C'est la deuxième variante. Ça, c'était la variante par rapport au défaut de masse. Je disais tantôt qu'il y a une autre possibilité pour calculer l'énergie libérée. Là, cette fois-ci, on part de la base des énergies de liaison par nucléon. Supposons que vous avez toujours A, Z, donne X, A', Z', plus une particule alpha, par exemple. Toujours. On vous donne l'énergie de liaison par nucléon du corps X. On vous donne l'énergie de liaison par nucléon du corps Y. On vous donne l'énergie de liaison par nucléon de la particule alpha. On vous demande de calculer l'énergie libérée par la réaction. Là, il n'y a pas de masse. Il faut poser que l'énergie libérée est égale à la somme des énergies de liaison totale, cette fois-ci, des produits, moins la somme des énergies de liaison des réactifs. Donc, pour les énergies de liaison, on prendra la somme des énergies de liaison des produits, moins la somme des énergies de liaison des réactifs. Autrement dit, on posera que l'énergie libérée est égale. On prendra la masse A multipliée par l'énergie de liaison de X moins plutôt de Y plus la masse plus 4 fois l'énergie de liaison de la particule alpha moins A' multiplié par l'énergie de liaison par nucléon de Y. C'est ce que je voulais dire. Donc, l'énergie de liaison ou l'énergie libérée est égale à la somme des énergies de liaison des produits moins la somme des énergies de liaison des réactifs. Ce qui fait qu'on doit prendre la masse de l'énergie, la masse du noyau père multipliée par son énergie de liaison par nucléon pour trouver l'énergie de liaison totale, plus 4 fois l'énergie de liaison par nucléon, la particule alpha, moins A multiplié par l'énergie de liaison du noyau fils. Et ça sera général. Par exemple, si vous avez X, A, Z, plus P, A', B', plus P, A, B, donne Y, A', Z', plus P', A', B'. Alors, on posera la même chose. L'énergie libérée égale à la somme des énergies de liaison par nucléon, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon de Y, plus l'énergie de liaison de Y, plus l'énergie de liaison de la particule P', moins l'énergie de liaison de X, plus l'énergie de liaison de P'. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que vous devez calculer. C'est comme ça que vous devez calculer l'énergie libérée. Vous avez deux possibilités. Si on vous donne le défaut de masse, vous allez passer par la méthode des masses. Si on vous donne les énergies de liaison par nucléon ou les énergies de liaison totale, vous passez par la méthode là. Donc, par rapport au calcul de l'énergie libérée par une réaction, ce sont les variantes que vous avez. Je vous dis merci et vous dis au revoir pour la prochaine fois.